Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. Nous sommes des pirates. Nous sommes des pirates. Nous sommes des pirates. Nous sommes des pirates. Oh my God, beaucoup de choses à vous jaser aujourd'hui. On est dans un genre de bloc Jeff Liberté pour le première production de podcast de la journée. Jerry, t'es salué, my friend. Même chose pour Mr. White. Oh. Expliquez-moi donc comment ça se fait que l'autoroute 13 à Montréal, après 5-6 jours de pluie, est toujours fermée. What the fuck? Il n'y a pas des genres de camions citernes avec des pompes à côté qui sont capables d'enlever cette eau-là et de voir que l'eau reste là. Ne pas me dire que ça a un lien avec les changements climatiques, ce qui se passe. C'est un problème majeur d'infrastructure. De l'eau ne peut pas rester sur une autoroute pendant 5-6 jours. Il y a un problème majeur au niveau de comment ça a été bâti. Mais tout le Québec a été bâti de cette manière-là. C'est triste en joie le vert. On vous souhaite un bon jeudi. On lance le week-end, nous autres, dans la journée du jeudi habituellement. Et je vous dirais qu'on est pas mal crinqué pour vous jaser de paquet d'affaires. J'ai regardé le line-up de Mr. White. Il y a beaucoup de stock. Tiens, je commence avec les... d'abord, premièrement, la peur. La peur est de retour. Je vous dirais, quelle surprise de savoir qu'à 3 mois des élections américaines, on est en train d'essayer de vous faire peur et probablement de vous amener dans un genre de patente où ce que l'Organisation mondiale de la santé, également probablement les politicos, et essayez d'imaginer la tête de François Legault depuis 48 heures quand il suit ce qui se passe avec... C'est quoi le... La variole du singe. La variole du singe. Est-ce qu'on a le droit encore de dire la variole du singe? Oui. Oui? OK, parce qu'il y avait des affaires qu'on a... Tu n'avais pas comme c'est CMN, chose comme ça? Là? Oui, je pense que la variole du singe, on ne peut plus le dire. C'est le M-Pox? Oui, mais on ne veut plus faire de lien entre l'homme qui serait intervenu et qui aurait défoncé l'anus d'un singe ou qui aurait couché avec une guenon. Donc, on essaie de ne pas faire ce lien-là. Donc, on y va avec des termes un peu plus scientifiques, mais c'est un peu ce qui arrive. Anyway, donc là, c'est la peur. Donc, moi, j'aime ça, variole du singe. Ah oui, moi j'aime ça. Moi. Oui. Je trouve ça spectaculaire. Surtout quelques mois après après la sortie du film qu'on va probablement voir sur nos streamers bientôt, La planète des singes. Oui, c'est ça. Le mot singe nous a toujours... Surtout avec j'ai mangé ma plus grosse banane à vie aujourd'hui. Le diamètre de ma banane était incroyable. J'ai dit, my God, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Qu'est-ce qu'ils l'ont boosté? Comment? Je ne sais pas si c'était bio ou non, mais my God, qu'elle était grosse. Et là, de ce que je comprends, c'est que les gens sont très inquiets parce que RDI et surtout LCN, la gang de PKP, les crinquiers de PKP, ont peur. Hier, quelqu'un dans un hôpital, qui travaille dans un hôpital, m'écrit, mais me dit je rencontre un paquet de boomers. Et là, je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de la variole du singe. Et là, ils sont très inquiets. Puis là, ils se disent, ah oui, c'était peurant. Mais il dit là, avant, il dit, je leur demande pour voir, tu sais, parce que là, ils ont une nouvelle peur. Ils ont comme plus peur de la COVID, mais là, ils commencent à avoir peur de la variole du singe. On n'a aucun cas au Québec en ce moment, juste vous dire. Donc, pas trop de panique. Mais ils commencent déjà à avoir peur parce que la TV en parle. C'est ça. OK, il n'y a aucun cas. Donc, la personne en question qui travaille dans un hôpital a posé la question aux boomers. Il dit, avez-vous peur de la COVID? Ben non, je dis ça, COVID, on n'a plus peur de ça, nous. Et là, l'interlocuteur qui travaille dans le milieu de la santé
mon contact dit à ces gens-là, dit, pourtant, je vais vous annoncer qu'on a plus de morts en ce moment de la COVID qu'en 2021. Ça se peut pas. Il en parle pas à TV. Il en parle pas à TV. Non, quand je vous disais, on ferme la TV, la COVID Oui. finit, c'était Oui, ça c'est ça. l'histoire. Donc là, pour eux autres, à TV, ils n'en parlent plus. Il n'y a plus de COVID. C'est ça. Il n'y a plus de COVID, ça finit de même. Hostie qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de tubes digestifs, c'est triste. Incroyable, incroyable. Donc là, ils ont peur de la variole du singe. Imaginez-vous la face Ah oui. de François Legault et de Christian Dubé qui est pogné avec toutes sortes d'histoires où ce qu'on lui a fait, on nous a fait à croire qu'il allait avoir des équipes volantes qui allaient se rendre dans des endroits où les agences privées pour le placement de personnel, entre autres les infirmières, allaient être arrêtées. Et là, on est en train de mettre la vie des gens de la Côte-Nord en danger. C'est pas compliqué. Et les équipes volantes, ils volent pas bien loin parce qu'ils ne se sont pas rendus à Bécomo, ils ne se sont pas rendus à Sept-Îles. Il y en a 0, 0, 0. C'est encore une fois un méga bordel tel qu'annoncé quand on savait qu'il allait couper les agences privées. On vous l'avait dit, les gens qui connaissent le milieu vous l'avez dit, tout le monde vous l'avait dit, sauf la gang à Dubé, sauf les syndicats qui pensaient que tout le monde allait entrer dans les rangs. Et c'est pas ce qui arrive. Donc là, on va arranger ça, on va vous mettre des équipes volantes qui vont y aller, on va envoyer des gens là-bas, puis les équipes volantes n'y vont pas. Les gens n'y vont pas, ils sont pas au rendez-vous. Il n'y a pas de personnel. Si vous êtes enceinte dans certains coins du Québec, vous pouvez quasiment accoucher chez vous. C'est votre mari qui met bas. Donc, ça vous prend quasiment c'est quoi, c'est une femme sage, une sage-femme? Sage-femme, Sage-femme. Femme sage, c'est autre chose, c'est comme ma femme. Mais sage-femme, c'est quelqu'un qui aide, qui va aider quelqu'un à accoucher. C'est probablement ce qui va arriver. On va revenir aux années 40-50, les amis, parce qu'il n'y a pas de personnel et qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Anyway, donc, imaginez-vous la face de Legault, la face de Dubé, la face de Boileau / Arruda, qui voit cette histoire-là se développer et qui voit le même monsieur de l'Organisation mondiale de la santé qui s'en va à TV faire les mêmes speeches qu'il faisait pour la COVID. C'est-tu un cadeau du ciel, toi, tu penses? Moi, je crois que François Legault rêve d'une crise sanitaire pour regagner la confiance des Québécois. Puis vous savez quoi? Si jamais il y avait une crise, puis que là, on les revoit à TV une fois ou 2 jours, une fois par jour, vous savez que les sondages de la CAQ vont exploser. Et à quelques mois d'une élection, en fait, on est à 1 an d'une élection, ça peut... faut faire attention, là, je sais qu'ils doivent travailler sur le timing un peu, ils veulent retarder le plus possible, donc de ne pas avoir de cas au Québec, c'est une bonne nouvelle, mais la minute qu'il va y avoir quelques cas, on va essayer de faire... Écoute, ils sont bandés là-dessus. Juste voir le discours, le genre de citation audio et vidéo du gars de l'Organisation mondiale de la santé. Tu sens que... C'est un spécial, lui. Depuis la COVID... oui, c'est un spécial. Ghebreyesus, là. Oui. Lui, Tedros. c'est un gars de l'Afrique, ça? Oui, c'est un gars de l'Afrique. C'est un gars de l'Afrique, ça? Oui. Ouais. C'est un gars qui... C'est un tabarnak, ça. OK? Mais c'est des gens qui ont pogné une nouvelle fiole avec la COVID. Et si vous pensez que ça nous a pris je ne sais pas combien d'années avant d'avoir ce qu'on a vécu pendant la COVID puis qu'on n'aura plus jamais ça, vous êtes dans l'erreur, OK? Vous êtes dans l'erreur. Ils adorent nous contrôler. Ils savent que par la peur, ils savent que par les médias traditionnels, ils sont capables de contrôler surtout les plus vieux, les gens moins éduqués, etc. Et ça fonctionne. Ils ont un rêve dans le fond d'eux autres d'avoir ce genre de patente-là une couple de fois par 5 ans pour être sûr de bien nous contrôler. C'est leur rêve. Donc, soyez stand-by. Il y a une dérape qui s'en vient. Vous savez qu'on a dérapé à la H1N1 comme personne n'a dérapé en Amérique du Nord. L'endroit qui a le plus dérapé de toute l'Amérique, c'est nous. Rappelez-vous les hélicoptères au-dessus des centres de vaccination. Les fils a pu finir. Rappelez-vous en Floride, alors qu'il y avait un centre de vaccination de H1N1. Aucune licence floridienne dans le parking. Des fils a pu finir pour aller se faire vacciner pour le H1N1. Et dans le parking, c'était uniquement des plaques du Québec. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont branchés sur la LCN TV et RDI dans leur maison mobile. C'est la seule et unique raison. Donc, ça marche avec cette crowd-là et ils vont leur essayer
c'est les gens qui votent en passant, OK? N'oubliez jamais ça. Les jeunes ont laissé les vieux voter et s'occuper de ce qui est devenu la société d'aujourd'hui. Donc, et ça va continuer de même. Ils ne meurent pas. Ils ont des bonnes pilules, ils ont des bonnes opérations, ils sont sur le bord d'avoir une centaine d'années, ils sont tous là. Et faites-vous-en pas qu'ils vont aller voter. Et ils ne voteront pas pour ce qu'il y a de plus logique, puis ils ne voteront pas pour quelque chose qui est bon pour vous. Ils vont voter pour quelque chose qui est bon pour eux. That's it, that's all. Donc, voilà pour la variole du singe. C'était juste un petit clin d'œil. C'est juste un petit clin d'œil que je voulais faire. Parce que mon sujet d'ouverture d'aujourd'hui, c'est toute la folie alentour de Elon Musk. OK? J'essaie de comprendre la folie alentour de Elon Musk. Très drôle de voir que, vous savez qu'à la presse, si vous allez au journal La Presse, qui est un journal techniquement en faillite, OK? C'est un journal qui est subventionné. C'est un journal qui est un OBNL qui permet aux donateurs d'avoir un genre de crédit d'impôt pour passer ça sur leurs impôts comme si c'était une œuvre de charité, alors que c'est un fucking média propagandiste. Mais La Presse, donc, c'est un journal qui ne devrait plus exister dans un monde normal. La Presse, le journal, surtout comment il est... Bon, il y a eu des changements technologiques, il y a eu des changements du comportement des lecteurs. Ils ont délaissé le papier pour les écrans, etc., etc. Tout le monde a vécu ça. Mais dans le cas de La Presse, il y a eu un double dip. On a vu toute la gang de La Presse qui a fait la renommée de La Presse disparaître quasiment en même temps. Donc, tous les gros noms de La Presse qui ont fait les grosses années de La Presse ont quitté. Et ces gros noms-là ont été remplacés par des purs idiots et des purs idiotes. C'est incroyable, le genre de... Là, la bonne nouvelle, au moins, c'est qu'en faisant le matin, on a pu à lire les idioties du roi Lagacé qui ne publie plus bien de textes dans la presse. Est-ce qu'il est encore pour la presse? Probablement que oui, il va en faire une fois de temps en temps parce qu'il se sent très important et que c'est une tribune pour lui qui lui donne des petits d'amour. Donc, il va vouloir la garder. Mais on a moins de ces textes insipides depuis qu'il se prépare à faire son show du matin. Est-il commencé d'ailleurs, Mr. White? Oui, Est-ce il a commencé depuis lundi. Et t'as écouté? Oui, puis son premier micro d'ouverture, c'est une grande journée pour le 98.5. OK. C'est peut-être pas une grande journée pour lui. Non. C'était une grande journée pour la le... station. OK, parce que Pour le l'antenne. 98.5 l'avait. OK. Moi, lui- je l'ai écouté, mais je veux dire... tiens, en gros, là, il a repris la formule de Montpaul. Puis, Oui. tu sais, ils ont dit, garde la formule, ça va bien. Puis toi, essaye de t'insérer là-dedans. Ça fait que... Là, c'est des passés de POC. Même Paul Arcand est un passé de POC. C'est ça. Tu sais, c'était pas quelque chose... Paul Arcand faisait pas des interventions très longues. Puis d'ailleurs, c'était souvent un peu plate. Donc, est-ce que Paul Arcand était si bon que ça? On le verra, les années nous le diront. Moi, je pense que c'est un des gars les plus overrated de l'histoire de la radio canadienne. Mais regarde, le temps me donnera raison ou non. Quoi qu'il ait été remplacé par un nul, carrément un nul. Patrick Lagacé est nul dans l'écriture. Pourtant, c'était toujours les articles les plus lus dans la presse. Mais là, il n'est plus là. Mais les autres qui sont là, my God, les autres qui sont là. Wow, quelle équipe faible. Quelle équipe faible. Seules des subventions peuvent garder la presse. Et puis, comment ces gens-là peuvent survivre? J'en ai aucune idée. Mais là, la presse avec Isabelle Haché, la fille de Art et Technologie des médias. Ah, Jeff, il n'est pas allé à l'école. Ah, Jeff, dans son sous-sol. Ah, Jeff has been. Ah, Jeff, t'es dépassé. On rit de toi, etc., etc. Pourtant, dans la gang de gens que vous aimez, il y a du monde que... Isabelle Haché n'est pas allée à l'université, là. OK? Il semblerait que pour plusieurs gauchistes, c'est bien important. Pour bien du monde, ça ne l'est pas. Moi, en particulier, même si mes enfants le sont les deux, j'ai peur de l'université. Ce que l'université fait à notre monde, je ne vous parle pas de devenir dentiste, je ne vous parle pas de devenir médecin, je ne vous parle pas de devenir scientifique, mais quand vous en allez dans des sciences molles, quand vous sortez de là, vous êtes mou en joie le vert. Vous êtes vraiment devenu un pur marxiste et un pur communiste. Donc, pour moi, d'avoir un diplôme universitaire, ça ne représente pas grand-chose. Mais pour beaucoup de monde, c'est très, très, très important. Et pourtant, la déesse Isabelle Haché, qui a réussi pendant la COVID à se prendre une position enviable à la presse, enclenchant beaucoup de monde, dont celui qui vous parle en ce moment, et en mentant, en passant, puis en faisant des liens très, très, très douteux, qui se sont avérés, se sont écroulés après 2 semaines. Non, même pas. Je pense 1 semaine et tout ce qu'elle avait écrit sur moi au mois de décembre 2022 s'était écroulé dans un texte très, très, très dur où elle visait le patron, le propriétaire de l'entreprise pour qui on faisait un contrat à ce moment-là. Et Isabelle Haché l'a complètement échappé. Tout ce que j'avais dit et qu'elle disait
autant aux politiciens qu'aux patrons, que tout ce que je disais était très, très dangereux et mensonger. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est produit exactement 2 semaines après. Entre autres, j'avais dit que malgré les vaccins, que tout le monde était vacciné, que tout le monde allait pogner la COVID d'ici 2 mois, que ça ne changerait rien, que toutes les normes ne changeraient rien et que tout le monde allait pogner la COVID. Elle a écrit ça le 15 décembre 2022 et on a su le 31 janvier 2023 que 3,5 millions de Québécois avaient pogné la COVID dans les 2-3 semaines qui ont suivi son article. Hein? C'est extraordinaire, c'est incroyable. Ça, c'est Isabelle Haché. Ding dong, pas toujours là, pas toujours bonne, pas toujours... Mais je ne sais pas pour quelle raison. Isabelle Haché est comme devenue une icône de la gauche. Et quand Isabelle Haché, elle tranche. Elle, c'est elle qui tranche. Quand il y a quelque chose, quand il y a un boxeur, un homme qui se bat contre des femmes, puis que la gauche dit non, 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 c'est un trans, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, c'est une femme, il est trans, il a fait sa transition, il est né avec un vagin, etc., etc. Eh bien, c'est elle qui tranche. Je vais vous le dire, moi. Et toujours des grandes surprises. Toujours, la conclusion est toujours celle qu'on s'attend, celle qui est protégée et soutenue par la gauche. Toujours, 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 toujours. Donc là, dans l'histoire, ça l'a fait flipper tout le monde. Hein, ce qui est arrivé avec Donald Trump et Elon Musk cette semaine sur X. Et là, les gens capotent. Là. X est devenu un outil d'extrême droite. C'est même Mark Cuban. Mark Cuban est tombé là-dedans. Mais Isabelle Haché de la presse, elle a dit « Je ne m'achèterai pas de Tesla ». C'est drôle parce qu'à la presse, une des choses qu'on m'avait envoyées quand on savait que la presse était un journal en faillite, hyper subventionné, aidé par des genres de dons qui sont remboursés fiscalement. Puis en plus de ce que je comprends, c'est que la famille de Sagard donne encore de l'argent pour essayer de soutenir la presse. On me dit que non. D'autres me disent que oui. On avait laissé 50 millions dans le pot qu'ils ont réussi à brûler très, très, très rapidement. Semblerait que la gang de Desmarais aurait peut-être pitché encore. Je ne suis pas capable de confirmer à 100%. Certains me disent que non. Ils ont mis vraiment 50 millions, puis après, ils ont fermé la clé. Mais d'autres me disent non, ils ont encore poussé du cash, sinon ce serait fermé même avec les subventions. Et quand vous allez dans le parking de la presse, beaucoup de dirigeants, dont probablement le chum d'Isabelle Haché, d'ailleurs, qui est un des boss, je pense, c'est des gens qui roulaient en Tesla. Là. Il y avait des gens m'envoyaient des photos du stationnement de la presse, puis ils me disaient, voyez, vous avez des chars à 130 000 dans le cours, alors que ce journal-là est techniquement en faillite et qui bègue les gouvernements fédéraux et le gouvernement provincial des aider pour garder les jobs et garder la presse ouverte. C'est un peu dégueulasse, mais je me rappelle très bien, je l'ai quelque part, la photo. Et il y avait, je pense que c'était un stationnement de la direction, et sur 8 chars, il y avait 5 Tesla de souvenirs. Mais Isabelle Haché nous dit, je n'achèterai pas une Tesla. Tu sais, je veux dire, tout à l'encontre du message. Donc, le message green n'est plus important maintenant. C'est d'avoir des idées qui sont différentes des siennes. Ça, c'est bien grave. Fuck la greenitude. On va prendre, comme l'autre qui a écrit un article dans la presse, on va prendre Communauto. Donc, il y a un gars qui dit hey, Communauto, je t'aime, mais... donc, Isabelle, est-ce qu'Isabelle Haché va prendre Communauto? Pas sûr. Est-ce qu'elle va prendre un vélo? Pas sûr. Est-ce qu'elle va prendre le métro? Pas sûr. Est-ce qu'elle va prendre un char à gaz? Probablement que oui. Ouais, mais Jeff, il y a d'autres chars électriques. Si vous voulez avoir un char électrique entre vous et moi, OK, vous n'avez pas à choisir, s'il y a Tesla, les autres, on verra. Mais là, il y a une genre de maladie. J'ai vu un gars qui s'appelle Philippe Boudreau. Et dans un journal que je n'ai pas identifié, j'ai la photo de l'article du journal. Elon Musk, acteur politique de la droite extrême puissance X. Et on a le même statement de Mark Cuban dans certaines vidéos qui circulent depuis hier en disant que l'algorithme que Musk et son équipe utilisent pour essayer de contrôler tout ce qui apparaît dans notre fil, eh bien, c'est à l'avantage de Trump et c'est à l'avantage du discours qui nous ressemble. Et pourtant, comment ça se fait que si c'est le cas, comment ça se fait que je vois toutes les astis de patentes de Mark Cuban? Je ne suis pas Mark Cuban, OK? Je ne le suis pas. Je ne le follow pas, on s'entend bien, là? Je ne le follow pas. Le gars qui a écrit l'article dans le journal en question, il s'appelle Philippe Boudreau. OK? Philippe Boudreau, je l'ai eu dans mon fil. Quand vous êtes sur For You, non pas follow, mais For You, l'algorithme vous pousse des choses que vous ne suivez pas.
J'ai plein de pro-Trudeau dans mon fil. OK? Il n'y en a pas dans la vraie vie, mais j'ai beaucoup plus de pro-Trudeau dans mon fil, dans mon feed, si je le dis en anglais, que j'ai de pro-Poilièvre. J'ai beaucoup de stock pro-Kamala Harris dans mon affaire, alors que je suis personne de cette gang-là. Je vois Mark Cuban, je vois ce gars-là, je vois plein d'anti-Trump, d'anti-pirate, d'anti-tout que je ne suis pas et que je ne veux pas suivre. Je suis obligé souvent de non pas les bloquer parce que je ne veux pas bloquer pour rien, mais je les mute pour ne pas les voir parce que mon fil est bourré. L'algorithme, qui est un open source en passant, donc ça, c'est très drôle de voir que ces gens-là pensent que l'algorithme est réglé par tout le monde, alors que l'algorithme de X est disponible pour tout le monde. Il est open source. Les gens peuvent intervenir dans le coding et dans toute l'organisation de comment fonctionne l'algorithme de X. Donc, beaucoup de bullshit. Mais sérieusement, je prenais juste le bout de Mark Cuban. Il dit, et d'autres également, il dit, vous savez, c'est un média qui est puissant, probablement le média le plus puissant au monde. Donc, bravo à Elon Musk. Tout le monde dit qu'il a payé trop cher 40 milliards, que ça vaut 20 milliards. Eh bien, 40 milliards pour sauvegarder la liberté d'expression et probablement la démocratie plus saine qu'elle l'est, si c'est faisable, bien, regarde, c'est un investissement extraordinaire. Et merci à Elon Musk d'avoir fait ça. Mais quand on regarde ça sérieusement, là, X est peut-être gros, puis X est peut-être la référence maintenant, puis c'est là vers quoi on se tourne. Mais tu sais, de voir que tout le monde attaque Elon Musk, de voir que la fille de la presse nous dit je ne veux plus acheter de Tesla, mais que son texte est promotionné sur X, c'est très drôle. Là. C'est très, très, très bizarre. Mais entre vous et moi, OK? Prenons le tour. Est-ce que Radio-Canada et CBC est d'extrême droite ou de droite? C'est hyper de gauche, c'est hyper libéral, c'est hyper marxiste et c'est hyper anti-Trump, puis c'est hyper anti-Parti conservateur. Puis hyper green. Et hyper green en plus. Même chose pour CTV, même chose pour à peu près tout le monde, même chose pour la gang de Québécois, même chose pour CNN, même chose pour MSNBC, même chose pour ABC News, CBS, pour NBC, pour le New York Times, pour le Washington Post, pour le LA Times, pour le Miami Herald. Je peux toutes vous les nommer, là. 95% des médias sont full de gauche et sont anti-Trump, full green, full taxeux, full drag queen, etc., etc. Même Fox News commence à tendre vers ce bord-là. Un peu douteux leur support sur Trump, donc même pas full Trump. Donc, il n'y en a pas. Il y a juste Le Monde. Et la seule place où le monde se réunisse pour essayer de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils retrouvent nulle part leur discours, c'est sur X. Entre vous et moi, c'est probablement beaucoup plus de l'équilibre que d'autres choses. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre entre ce qu'on voit dans les médias, ce qui se raconte, ce que les journalistes sont devenus, ce que les chroniqueurs nous racontent, alors qu'ils ont à peu près tous le même discours. Il y a vraiment une distorsion entre une grande partie du monde et l'offre médiatique qui est supposément importante pour la démocratie. Eh bien, l'arrivée de X, l'arrivée de Elon Musk, c'est pas de l'extrême droite. C'est du ballon. C'est de l'équilibre. Et on a besoin de ça dans notre société si on veut faire les bons choix. Parce qu'actuellement, la gang dans les médias traditionnels nous amène vers le cimetière, il nous amène vers la médiocrité, il nous amène vers la mort. Ben voilà, c'est lancé pour la version live de Radio Pirate. Si vous voulez plus de stock de ce Jeff Liberté que vous avez eu en ouverture, ça dure encore pas mal plus long, c'est quasiment 55 minutes. Sur la version Prime de Radio Pirate. Sinon, ben regarde, on vous aime comme vous êtes, les cheap. On vous aime, on vous adore. Partie numéro 2, bloc numéro 2 après. On va dans une genre de poubelle à Jeff. On lance le week-end plus tard avec l'aubergiste et une boîte à pizza. Worldwide, radiopirate.com. Next, tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate.
Oh, il nous manquait le « Ah, Jeff! » Ah, Jeff! Mais il y a ses autres écouteurs, c'est pour ça qu'il est en train de faire autre chose. Ben, je peux le faire. Ben oui, ben regarde, fais-le. OK. Ah, Jeff! Ah, Jeff! Ouais, merci. Donc, c'est officiel. Ça veut dire que la poubelle est officiellement lancée. C'est drôle de voir parce que dans le podcast précédent et également pour la gang du live, on a glissé qu'il y a actuellement, il y a une volonté. Ben, c'est vrai que la gang du live n'a pas entendu parce que c'était dans le Jeff Liberté pour les gens du Prime. Mais tiens, je vous le dis là pour la gang du live qui sont là parce que les gens de live et du Prime sont en même temps en ce moment. Il y a une grande pression en ce moment pour... D'abord, on veut éliminer un paquet d'affaires. On veut éliminer tous ceux qui ne pensent pas pareil. Il y a juste une chose qui est socialement maintenant et médiatiquement acceptée, c'est d'être de gauche, c'est d'être woke, c'est d'être pro-gouvernement, pro-censure, pro-ci, pro-ça. Si vous êtes pour Poilièvre, si vous êtes pour Duhem, si vous êtes pour Trump, si vous êtes pirate, si vous êtes conservateur, si vous êtes de droite, si vous trouvez que de voir un homme frapper une femme aux Olympiques, c'est cave et ça devrait être arrêté sur le champ, vous allez être excommunié. Si vous aimez Elon Musk, on va vouloir vous démolir, on va vous traiter de tous les noms. On est rendu des chouchounes de même. Il n'y a plus de place à discussion, il n'y a plus de place à la diversité, alors qu'on n'a jamais parlé autant de la diversité. Jamais on a autant jammé la diversité que maintenant. Et le but ultime de tout ça, d'abord, c'est d'éliminer Trump. Ils ont essayé par les armes. Ils vont essayer par Kamala Harris. On va probablement pognasser les élections. On sait que ces élections-là sont souvent douteuses. On va y aller par le mail-in. On va peut-être même essayer de partir une genre de COVID avec la variole du singe. On va voir si on est capable de se rendre jusqu'aux élections du mois de novembre avec ça. Donc, le but, c'est d'éliminer Trump. Le but ultime, c'est d'éliminer toute forme de possibilité que les républicains soient au pouvoir un jour. OK? Donc, ça, oubliez ça. Là. Et de penser que ces gens-là sont pour la démocratie, quand ils vous font croire que Trump est celui qui veut arrêter la démocratie, regardez comment se comportent nos médias, regardez comment se comportent les activistes journalistes, regardez comment se comportent les politiciens. Et le but ultime, c'est d'éliminer tout ce qui est à droite du centre. Autant les partis politiques, autant les médias, autant les plateformes, autant les individus. OK? Le but, c'est ça. Le but, c'est de vous éliminer. Ce qu'ils veulent ultimement... Oh, il va y avoir une forme de démocratie pognassée comme dans les pays de marde. Mais ce sera comme au Québec, en tous des partis qui sont pareils. Là. Tous des partis. Au Québec, c'est spécial. Au Québec, c'est déjà instauré, ce que je vous dis là. C'est déjà instauré. Rappelez-vous, pendant la COVID, il y a il y a un quart de médias qui s'est tenu debout devant le gouvernement et ce média-là a été privé de financement que tous les médias, même incluant des médias de boutiques comme des petits journaux avec 50 journaux imprimés, tout le monde était financé pour donner le même discours que le gouvernement voulait à ce moment-là. Incroyable. Hein? Donc ça, c'est arrivé pendant la COVID. Et depuis une quinzaine d'années, à chaque fois qu'il y a un sujet à l'Assemblée nationale, il y a une motion ou il y a une loi, 95% du temps, cette loi-là, même si dans la société dans laquelle nous sommes, ce sujet-là est divisé à 50-50, quand il y a un vote à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est toujours 125 pour, 0 contre. Toujours le même. Donc, ce que je vous dis là, ce que les États-Unis et probablement le Canada vont vivre dans les prochaines années, dans un avenir très rapproché en passant, c'est déjà instauré au Québec. Là. La démocratie au Québec, regardez comment on traite Éric Duhem, qui est pourtant le joueur qui peut faire la différence dans le sens que c'est le seul qui amène quelque chose de différent. Ah, Dudu, il aime pas rien cave, et chien, ça. Non, ça, mais oubliez ça. Oubliez que vous le trouviez cave ou quoi que ce soit. C'est au moins la seule politicien, il n'est pas élu, mais c'est le seul politicien d'un parti politique qui amène des points qui sont différents des 4 autres. Les autres sont tous pareils. Les Québécois vont passer de la CAQ au PQ. My God, what the fuck is that? C'est la même affaire.
C'est la même affaire. La seule différence, un est pour le troisième lien. Supposément, l'autre ne l'est pas. À part ça, that's it, that's all, tout pareil. Mais les autres, ils vont penser qu'ils font un acte démocratique en faisant ça. C'est incroyable. Et dans le reste de l'Amérique du Nord, ben, le but ultime, c'est de nettoyer les républicains. Donc, on ne veut plus de républicains. On va éliminer ça. C'est tout des wacos. On va éliminer les conservateurs. On va éliminer tous ceux qui viraillent alentour de ça. On va éliminer tous les médias. On l'a vu. Pendant la COVID, on a vu qui recevait l'argent du gouvernement. 99,9% des gens l'ont reçu. Parce qu'ils étaient du bord du gouvernement. Ça en a pris un seulement qui a dit « No way, OK, on n'embarque pas dans votre folie ». Et ils les ont punis d'à peu près 1 million, $1,5 million, OK? Juste, ils voulaient les faire crever. C'était ça le but. Parce que c'est ça le but ultime. Le but ultime, quand Radio-Canada vous dit que Elon Musk est devenu un activiste d'extrême droite, le but ultime, tout le monde sait que Elon Musk n'est pas d'extrême droite. Tout le monde sait que Elon Musk est un démocrate qui a vu les démocrates dérailler complètement à gauche et qui, lui, est resté en même place. Mais il dit, je ne peux pas être avec des fous et du monde immoral de même. Je veux rester où je suis. Puis ça donne que, vu que tout le monde est tassé full à gauche, ben je me suis ramassé dans la gang de droite, supposément, alors que je suis probablement un centriste. Mais là, maintenant, il le dépeigne comme étant un gars d'extrême droite. Parce que le but, c'est que tout le monde soit dans l'autre gang. Pensez-vous qu'il y aurait des reportages sur, si, mettons, la même histoire arrive, OK, avec Musk, qui endosse de la même manière qu'il endosse Trump, il endosse Harris. Harris est un extrémiste en passant, là, OK? Si vous trouvez que Donald Trump est un extrémiste, un démocrate de New York, un vieux démocrate, un démocrate style Bill Clinton, c'est ça qu'il est. Mais Harris, ils ont réussi à la maquiller jusqu'à maintenant, là. Mais Harris, c'est la pire communiste de tous les élus à Washington, là. Pour moi qui le dis, c'est le palmarès qui a été fait, entre autres, sur les sénateurs. Elle est en avant de Bernie Sanders. C'est une marxiste propre. Elle l'a dit hier. Elle l'a dit dans un genre de rassemblement. Elle veut contrôler le prix de la bouffe dans les épiceries. La dernière place où ça a été essayé, 2 places. Venezuela et également l'URSS. Qu'est-ce qu'il y avait quand ils ont essayé de faire ça? Bien, les joueurs qui font la bouffe s'en vont. Ils ferment. Ils arrêtent. Et qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de bouffe. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a des fils dehors pour le peu de bouffe qui reste. Ça, c'est des idées qui sont des idées qui vont complètement à l'inverse du libre marché et du monde qui fait que tout le monde nous envie sur la boule. Tout le monde nous dit, bien, écoutez, eux autres, ils ont un système économique qui fonctionne. Les gens aimeraient être comme nous autres. Et nous autres, on se plaint souvent le ventre plein parce qu'on aimerait que ce soit encore mieux que c'est, parce qu'on sait qu'on est capable de mieux. Mais ailleurs dans le monde où il y a encore moins, eux autres, ils nous regardent et ils nous trouvent bons, là. Ce qui se passe en Argentine, c'est qu'ils essaient de remettre comme était l'Argentine avant et de remettre l'Argentine comme certains pays le sont devenus aujourd'hui. Donc, où il y a du capitalisme, où il y a des entreprises. Tout ce qui va mal, l'inflation, etc., est infligé par les interventions du gouvernement. Chaque fois que le gouvernement intervient quelque part, c'est eux qui créent le chaos. Et hier, elle a dit qu'elle voulait mettre du contrôle sur le prix de la bouffe dans les épiceries. Elle a dit qu'elle voulait mettre le contrôle sur le prix du gaz. Elle veut gérer par le gouvernement les prix. Qu'est-ce que vous pensez? Le Venezuela fait ça. Les gens se torchent avec leur propre monnaie. Ah oui, ils sont allés manger le zèbre dans le zoo. Là. Voilà. À un moment donné. Donc ça, c'est des C'est un idées... désastre monumental. C'est des idées à l'extrême. Est-ce Oui. que vous pensez que ça va être décrié? Au contraire, quand vous allez lire les médias qui sont pro-gauche et pro-marxistes, les radicaux qui sont maintenant dans les journaux, dans les universités, partout, dans les écoles, ils vont applaudir ça. Ah oui, c'est extraordinaire. Wow! Ils vont contrôler. L'inflation est terminée. Le gouvernement va décider des prix de la bouffe. Vous savez très bien que ça finira pas de même. C'est extrêmement radical comme position, extrêmement radical comme promesse. Mais est-ce que ça va être décrié? Non. Parce que le radical, c'est Trump et le radical, c'est Musk. Mais si Musk endosse Harris, qui est une foule radicale de gauche, et il fait exactement la même chose qu'il fait avec Donald Trump, est-ce que Musk est au tribunal actuellement d'à peu près tout le monde, un peu partout, là, dans le monde, incluant l'Europe, un peu partout? Tout le monde est en guerre contre Elon Musk.
Est-ce que vous pensez que Elon Musk serait dans un tribunal populaire s'il endosse Harris de la même manière qu'il endosse Trump? Non. Pourtant, Harris, c'est une radicale. Oui. Elle fait partie de la gauche radicale. OK? Elle fait partie d'une administration qui ont, elle, dans son cas, elle, dans les 4 dernières années, vous voyez tout ce qu'ils n'ont pas fait et vous voyez tout ce qu'ils nous ont amené, vous voyez tout ce qu'ils ont créé. Là, ils créent l'inflation et pour contrer l'inflation, au lieu d'arrêter de faire ce qui crée l'inflation, entre autres les déficits, l'emprunt d'argent, l'imprimage d'argent à profusion. Donc, on rentre de l'argent dans le marché pour essayer de contrôler la patente. Au lieu de régler ce problème-là qui crée l'inflation, on va continuer le problème qui crée l'inflation, mais on va arrêter l'inflation en bloquant le prix des gens qui sont pognés avec l'inflation. Tu sais, je prenais les gars les propriétaires, les franchisés de Subway. Oui, aux États-Unis, il y a une grosse rencontre là, dans les prochains jours. Bon, là, vous avez mangé chez Subway récemment. Vous voyez que Ça fait longtemps que je suis pas allé chez Subway. 5$ pour un 6 pouces. C'était 12 pouces. C'était quoi? 12 pouces, 5 $. Ben, ça, 12 pouces, 5$, oubliez ça. Là. Ça, on l'a vécu ça. Mais c'est pas si loin que ça, pareil. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Là, un trio est rendu à pas loin de 20$. Ah non, je pense C'est que ça 17 et quelque chose. Oh. OK? Donc, trio, 17 et quelque chose. Donc là, ils sont fourrés. Ben oui, c'est sûr qu'ils sont fourrés. Prends pas d'extra. Là. C'est sûr qu'ils sont complètement fourrés avec ça. Là. Parce que les gens trouvent que c'est trop cher. Mais les autres, leurs costs augmentent. Les fournisseurs coûtent trop cher. La farine coûte plus cher faire le pain. Les salaires sont rendus à 20-21$ de l'heure. Donc, quand il n'y a pas de monde à 2 heures, puis il y a 2 employés, tu payes 40$ de l'heure, plus tous les programmes de ci, de ça, ça coûte extrêmement cher. Donc là, ils voient qu'ils sont obligés d'étrangler leurs clients à la gorge. Et ensuite, ils ont des chiffres pas pires. Là. Ils ont des chiffres corrects. C'est sûr qu'ils n'ont pas les chiffres d'il y a 5 ans. Il y a moins de monde qui y vont. Il y a moins de monde qui ont le moyen de manger un Subway. Mais ça devrait tenir. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas pour un paquet de places en passant. Il n'y a rien qui tient parce que les costes sont trop élevés. Et ils essayent de couper là, mais là, à un moment donné, ils ne peuvent pas te donner une baguette de pain, pas de viande. Non. Il faut qu'ils te mettent du jambon dedans, Oui. puis il faut qu'il y ait des légumes, puis il faut qu'il y ait des patentes. Il faut qu'ils te donnent quelque chose. Mais là, ils ne peuvent pas couper. Ils ont déjà coupé du personnel. Ils ont coupé ci, ils ont coupé ça, ils ont coupé à la pub, ils ont coupé tout. Mais là, il n'y a plus de place à couper. Et ils ne font plus de profit. C'est pas mal ça que l'inflation fait. Et l'inflation, ça peut pas être réglé en disant, si tu veux monter de 1$, ton trio chez Subway. On entend sûr que Subway, c'est comme dans le fast-food, Subway, c'est un peu comme la base. Dans le sens que c'est c'est un repas de fast-food pas cher. Subway, c'est ça. Là. C'est comme l'entrée de gamme. Je dis pas que c'est pas bon, mais je veux dire dans le sens que c'est de la bouffe pas trop chère. On n'est pas... on n'est pas chez Root Steakhouse. Là. Oui, Root Chris. C'est ça. C'est ça, exact. Mais c'était ça le but au départ. Puis même tous les fast-food, en fait. Le but, c'était on mange, on se bourre, ça coûte pas trop cher. Ça coûte pas trop cher, c'est ça. Là, tu sais, je suis dans une passe où je fais plus attention. Mais j'ai mangé une fois dans les vacances, j'ai mangé un Big Mac. Mais non, c'est pas un Big Mac que j'ai mangé, c'est un quart d'olive? Un Mac, tu sais, un genre de Mac double? Oui, un Mac double, OK, oui. OK, c'est gros de même, là. Oh, ouais. C'est gros comme rien, là. Tu sais, je veux dire, voyons, c'est quoi ça? c'est quoi l'affaire, là? Tu sais, arrêtez de rapetisser. Vous devez arrêter, là. Là, ça n'a plus de sens, là. Donc là, quand tu vois ça, tu te dis, OK, mais là, si c'est rendu 12$, puis je mange une poque grosse de même, on va m'organiser autrement. On va me faire à manger chez nous. C'est ça qui va arriver. Et là, ils vivent tout ça. Est-ce que vous pensez qu'avec le plan de Harris, dire, regarde, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide du prix des Subway? Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser qu'il va arriver? Non. Il n'y aura pas de Subway. Non. Les Subway sont partis. Ils sont fermés. Le franchisé est fermé. Il va se dire, voyons, ça ne peut pas me coûter 16$ faire tout ça, puis tu me dis de le vendre 14$. Je ne peux pas perdre 2$ à tous les fois que je sors un trio, là. Parce que toi, tu décides,
Alors que la raison pourquoi tout coûte plus cher puis que je suis obligé de vendre mon trio 17 piastres, c'est ta faute à toi, asti. Puis tu me mets ça sur ses épaules après. Ben ça, c'est ce qui est radical. Ça, c'est fucking radical. Mais je vous le dis, là. Je vous le dis. C'est la tentative que nous voyons en ce moment, c'est d'éliminer. Quand on traite Elon Musk d'extrême droite, la tentative, c'est ce qu'on fait, c'est que de prendre des gros noms, les identifier comme étant des méchants et des criminels. Et une fois qu'on a réussi à établir ça, parce qu'ils savent comment faire, ils savent la recette comment faire, ensuite, c'est de les éliminer à tout jamais. OK? Donc, le but, c'est d'éliminer tout ce qu'il y a, même si le Parti conservateur est en avance et qu'il va passer à la gratte au Québec. Ultimement, je ne vous dis pas que ça va arriver au Canada cette année, mais ultimement, ils vont faire la même recette qu'aux États-Unis. Là, maintenant, si tu es républicain, si tu es pro-Trump, ou peu importe qui sera après Trump, si tu es républicain, tu es catalogué comme un esti de malade, tu es catalogué comme un intolérant, tu es catalogué comme un extrémiste, puis on va t'éliminer. On va enlever les places que tu vas, on va éliminer les politiciens, ils se mettent en guerre contre ces gens-là, ils trouvent tous les moyens du monde, ils les amènent en cours, ils leur mettent des étiquettes. Regarde, c'est incroyable, ils ont une machine qui est très, très bien huilée. Ah, mais le coût ultime, OK? Le coût ultime de ça, ce sera d'éliminer la seule plateforme qui a réussi depuis 2 ans à redonner du pouvoir aux citoyens, parce que tous les médias confondus au Canada et aux États-Unis sont tous de gauche et très, très à gauche, des radicaux de gauche. Même chose pour les politicos. Il y avait une place où la démocratie est maintenant protégée de par la liberté que nous donne Elon Musk sur X. Puis la liberté est de gauche aussi en passant sur X, parce que j'ai énormément de stock de gauche sur mon feed. Donc, c'est pas vrai que c'est pour avantager des gens comme nous par rapport aux autres. C'est zéro vrai, là. Mais qu'est-ce que le but ultime, je vous l'ai dit tantôt pour la gang qui était dans le Prime, je vais le répéter pour tout le monde en ce moment. Le but ultime, c'est d'éliminer X. Le but ultime, c'est de canceller Elon Musk. Le but ultime, c'est de mettre de la pression sur toutes les personnes qui sont dans les CA, qui sont dans les administrateurs des compagnies dans lesquelles Musk est le leader. Et c'est de sortir Musk de Tesla. C'est de sortir Musk de Starlink. C'est de sortir Musk de toutes les autres affaires dans lesquelles il est impliqué, parce que le gars est un innovateur et un gars hyper brillant. Le but, c'est de l'éliminer. Et X sera éliminé. Il va y avoir de la pression sur Apple, il y aura de la pression sur Google avec Android, il va y avoir de la pression sur les Internet providers, et on va réussir. Les gouvernements vont intervenir en passant. OK? Pas juste la pression des médias. Les gouvernements. Vous avez vu l'Union européenne cette semaine? Parce qu'ils savent que s'ils veulent vous contrôler, X, c'est un problème. X, ça donne du pouvoir au simple monde. Et les journalistes et les politicos ne veulent pas que le simple monde ait une plateforme quelque part pour se crinquer sur quelque chose, jaser de sujets qu'eux autres évitent ou qu'ils ont amenés sur un angle qui ne font pas l'affaire du monde. C'est nous autres qui choisissent le sujet, puis c'est nous autres qui vont en parler. Les 125 députés que nous avons à Québec de 4 partis différents qui votent tous unanimes. Ce que vous voyez au Québec depuis des années, c'est exactement ce que la société occidentale veut. L'Union européenne, cette semaine, je sais qu'il y a quelques mondes qui l'ont brassé un peu après, qui a envoyé la lettre à Musk, là. Mais dans le fond, écoutez les élus britanniques sur ce qui se passe avec la manifestation qui est arrivée après le meurtre des 3 jeunes filles. Regardez comment les médias ont manipulé l'information pour mettre ça sur le dos de l'extrême droite, etc. Parallèlement, X nous montrait un paquet de vidéos. On avait des musulmans qui faisaient plus de marde que n'importe quel citoyen qui manifestait en Grande-Bretagne. Malgré ce qu'ils ont vu, les politiciens ont dit que X était un danger pour la sécurité en Angleterre, alors que le danger, c'est le contrôle des médias traditionnels en Angleterre. C'est clair que c'est ça. On vient de le voir. Il n'y avait pas quelque chose de plus clair que ça. Eh bien, malgré ça, on aurait dû voir des politiciens dire « My God, mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? »
Je défendais les médias traditionnels. Comment ça se fait qu'ils présentent juste d'un angle alors que la vraie info est sur X? Non, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent il faut fermer X parce que X est une fenêtre sur la vérité pour le monde ordinaire. Ben voilà pour un bout de poubelle à Jeff dans la version live. Elle est plus longue dans la version Prime, pas mal plus longue. Joignez-vous à nous autres sur Radio Pirate Prime. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate. Jeff JeffFillion.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ding, 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 ding. Hey, on lance le week-end avec l'aubergiste. C'est parti, les amis. Et c'est présenté par... On the Rocks. Oh! Non, t'as peu, là. Les prêts à boire, les cocktails prêts à boire On the Rocks. Vous avez le goût d'un cosmopolitain. Je dis, moi, j'aimerais ça, tu sais, à soir, avoir un petit drink différent. Vous avez un goût d'un Cosmo. Il est tout fait. Il est tout fait. Mais l'affaire, c'est que c'est de la très grande qualité. Ils avaient un goût de margarita. Il est tout fait aussi. L'affaire, c'est qu'On the Rocks, c'est des cocktails prêts à boire. Wow. Mais à base d'alcool de qualité. Il y a la glace de qualité, qu'on connaît très bien. Mais souvent, il y a des drinks qui sont faits avec la marde. Bien, la fois, c'est ça l'histoire. Des fois, c'est de l'alcool ou des dérivés de patins. Des fois, c'est cheapo. Ça, là, c'est pas ça. Là. Ça, c'est de la haute qualité. Le margarita, c'est la tequila Hornitas qui est dedans. Wow. Le Cosmo, c'est la vodka FM, qui est une excellente vodka. Si vous goûtez, je vous le dis, là, On the Rocks, vous allez voir, c'est un produit de très grande qualité. Des belles petites bouteilles en verre. C'est pas une canette, là. Non. C'est des bouteilles en verre, c'est des cocktails. C'est des belles petites bouteilles avec les genres de patentes. Le petit bouchon rond, là. Le petit bouchon Exactement rond. ça. Ben oui, c'est écœurant. Et à venir, parce que celui-là, je n'y ai pas goûté. Puis moi, je suis un client de On the Rocks. Je n'ai pas goûté, mais à venir, le Jalapeno Ananas Margarita. En ce moment, il est disponible à la SEQ, mais sur le web, mais bientôt sur les tablettes. Donc, regardez les petites bouteilles de verre, On the Rocks, vous allez adorer ça, puis c'est très pratique. Puis souvent, tu veux pas passer la soirée à sur faire des margarita ou te faire des drinks. Oui. Là, tu dis, ce soir, moi, j'ai le goût, mettons, regarde, je vais m'en acheter 2, j'ai des petits drinks, puis on verra plus tard. Tu sais, dans le sens que c'est le côté pratique, puis tu n'es pas obligé de faire, tu sais... On trouve ça où? SAQ. Okay. On the Rocks. Hey, tu parlais de jalapeno? Oui. Je suis venu à la conclusion que des jalapenos ici, je ne suis pas capable d'en faire pousser comme du monde. Pas qu'il n'y en a pas. Il y en a plein. On a plein de jalapenos. Là. On a fait pousser une tonne. C'est juste que je pense que les jalapenos piquants, pas assez piquants? Il faut que ce soit dans des endroits secs. Oui, ça se peut bien, ça. Ça se peut bien. Je pense que le fait qu'il mouille, puis on arrose parce qu'il y a d'autres choses alentour, tu sais, des places comme le Nouveau-Mexique, ces endroits-là où les étés sont secs et chauds, je pense que c'est là qu'ils vont chercher le côté piquante. Parce que le nombre, tu le regardes d'écœurant, t'as hâte de le manger. Mais il n'est pas assez piquant. Puis moi, je suis piquant. Oui. Donc, il est vraiment... Il est en bas, même d'après moi, de médium. C'est sûr, je m'en sers à mes filles. Mes filles ne sont pas piquantes. Donc, eux autres diraient, il est piquant. Mais vraiment, pour ceux qui aiment ça piquant... En tout cas, s'il y en a qui ont des recettes de comment faire des jalapenos, des patentes de même, puis les faire pousser ici pour qu'ils soient piquants. Puis je sais que probablement que notre chum PO chez Fire Barnes va me dire, attends un peu, les gars à Saint-Hyacinthe, ils en font. Eux autres, oui. Mais en tout cas, j'aimerais savoir la technique, la terre, peut-être. Technique de ça. D'ailleurs, notre chum PO est salué de Fire Barnes. Même chose pour toute la gang de Fire Barnes. On pense à vous autres souvent parce que quand on mange des burgers, des smash, on met la petite sauce des boys de Fire Barnes. Hey! Qu'est-ce qu'on a comme vin cette semaine pour partir la saison, mon ami Jerry? On part la saison avec un vin rouge. Quelque chose vraiment d'excellent. Faut aimer le style, on s'entend-tu? Mais c'est tout à fait formidable. Moi, je suis ouvert à tout. Là. Moi, je suis vraiment ouvert à tout. Donc, on s'en va où? On s'en va dans la vallée de Uco. UCO. C'est où ça? La vallée de Uco, c'est en Argentine. Argentina. Oh! Le gars classique. Okay. Le pays du gars classique. Mais Buenos Aires, la capitale, et là, tu t'en vas justement dans la grande campagne, l'arrière-pays, comme on dit, à côté sur les montagnes.
un genre de Texas argentin. Là. Vous voyez le style? Là? Beaucoup de bœuf. Beaucoup de bœuf, puis de gars, ils appellent les gauchos. C'est des cow-boys argentins. C'est ça, des cow-boys qui parlent espagnol. C'est des cow-boys qui parlent espagnol. Puis il y en a plusieurs là-dedans qui n'ont jamais vu la mer de leur vie. Là. Parce qu'on c'est du monde qui vivent en campagne sur le bord des montagnes. Là. Mais ce coin-là. C'est Yellowstone en Argentine. C'est Yellowstone en Argentine. L'image est parfaite. Et la face, c'est qu'il y a une famille là-bas, les Zucardi. Zucardi, parce qu'il y a beaucoup d'Argentins. Je pense que c'est 40% des... Je peux me tromper, là. Mais il me semble que c'est 40% des Argentins qui ont des origines italiennes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms italiens en Argentine. Exemple, Messi. Lionel, qu'on connaît bien. Donc, il y a un bout italien. Oui, ils ont un bout italien en Argentine. Oui. C'est 40% de la population qui ont quelqu'un dans leur lignée qui est italien. Donc, les Zucardi, vignerons de 3e génération, là-bas, dans la vallée de Uco. Et la vallée de Uco, pour les connaisseurs, pour les vraiment... Tout le monde qui se connaisse, là, les vrais, là, OK? Bien, la vallée de Uco, c'est la meilleure. C'est pas moi qui le dis, là. C'est pas l'aubergiste qui le dit. L'aubergiste, lui, il goûte. Puis, moi, c'est bon ou c'est pas bon. L'aubergiste, c'est moyen. D'abord, il y a de l'alcool dedans. Oui, mais l'affaire, c'est que ce que je vous parle, c'est ce que j'aime. C'est ça l'histoire. OK. Je suis pas un critique. Moi, à un moment donné, en France, justement, l'aubergiste, il a mis dans le drain, dans le sink, une bouteille de rosé. C'était pas buvable. J'ai acheté à un moment donné, du rosé, du blanc. On boit une gorgée de rosé. Il faisait beau. Une autre petite gorgée de rosé. À un moment donné... La blonde de l'aubergiste a dit... c'est pas ton meilleur, ça. Elle a dit ça. C'est comme trop sucré, trop amer. Il y a quelque chose qui me... C'est quelque chose de... C'était moyen. Pourtant, le prix était quand même, genre rosé à 5 €. C'est pas un rosé à 1 €. C'est ça. J'ai entendu 5 € rosé. Mais il était pas bon. C'était ordinaire. Mais c'est ça l'histoire. L'aubergiste, il vous parle des choses qu'il aime. Oui, j'aime ça. La bouffe, c'est pareil. Je vous parle de qu'est-ce que j'aime. Et lui, ce vin-là, je l'ai aimé. Donc, les Zucardi, on est dans la vallée de Uco. Uco, c'est très prestigieux, Uco. Les connaisseurs, comme je vous dis, les connaisseurs, eux autres, ils disent c'est le spot argentin. Pourquoi? Ils sont en altitude. Et le climat continental. C'est 300... C'est frais, mais c'est ensoleillé. C'est extraordinaire, ça? Oui. Pour certains certains cépages, c'est parfait. Et surtout, le cépage Malbec. La Malbec, parce que... J'ai pris beaucoup de Malbec. Oui. Parce que Malbec, habituellement, on pense au Chili. Oui, mais Argentine, beaucoup de Malbec. Voilà. Malbec, c'est pas compliqué. C'est le premier producteur mondial de Malbec, c'est l'Argentine. Les deuxièmes, c'est les Français. Et les troisièmes, c'est les Chiliens. Okay. On est carrément dedans. Dans le monde, il y a 30 000 hectares de Malbec qui est cultivé. Quand même. Dans les 3 pays que je viens de te dire. Donc, le Malbec, c'est très argentin. C'est très français ou c'est très chilien. C'est ça. C'est ça. Il y a des clubs de fans de Malbec, là, quand même. Là. C'est pourquoi? Parce que le Malbec, il y a un style. Il a son style à lui, très coloré, tannique. Quand les tanins sont contrôlés, c'est formidable. Assez parfumé. Et c'est du vin qui peut vieillir. Donc, les Français... Les Français, les amateurs, les Français là, qui aiment le Malbec, c'est des gars qui mangent du boudin, des tripes, des cuisses de canard. Les buveurs de Malbec, là, c'est ça qu'ils mangent. La gang du sud-ouest de la France. Là. Les cassoulets, des haricots blancs cuits au four avec des grosses saucisses de Toulouse. Je suis passé par Toulouse. Grosses saucisses de Toulouse avec des gros morceaux de porc, des carottes, du céleri dans des bines blanches. Là. Mais ces lunchs-là, ça, c'est parfait. Ça, moi, j'appelle ça des repas de roi, là, quasiment. Mais ça, c'est parfait pour le Malbec. Mais c'est ça l'histoire aussi. C'est que Uco, pensez à ça, c'est un spot extraordinaire pour le Malbec, pour le climat continental et aussi le sol. Parce que dans ce coin-là du monde,
c'est un ancien lit de... Dans le temps, il y avait des rivières qui passaient là. Dans un temps très, très lointain. C'est des rivières qui passaient là. Donc, c'est un lit de sable et de galets. La terre est très spéciale et le sous-sol est parfait pour le Malbec. Parfait, parfait. Hey, c'est capoté pareil. Quand tu dis que dans la vallée de Huco, il y a 120 bodegas. Moi, là, dans ma bucket list, c'est d'aller à Huco. Ça, c'est Huco pour ceux qui sont allés, ceux qui fouinent dans le vin et qui aiment ça, là, vraiment. Là. Et c'est un peu... comment dire? C'est un peu... Tu arrives là, c'est des fermes, des bodegas, du vin puis des bœufs. Viande, vino. C'est le paradis sur Terre. C'est carrément le paradis sur Terre. Donc, la bouteille que je vous parle, qui est c'est une bouteille, comment dire, parce que si tu regardes à la SAQ, Jeff, si tu vas sur le moteur de recherche de la SAQ, qui est moyen efficace, tu mets Zucardi, Z-U-2-C-A-R-D-I, Zucardi. Tu as des bouteilles à 17$ jusqu'à 300$, parce que Zucardi, ils font du haut de gamme aussi. Ils font même beaucoup de haut de gamme. À la SAQ, il y a une bouteille de haut de gamme. Mais lui que je vous parle, c'est la bouteille à 17,90$. C'est le moins cher. Mais c'est un 100% Malbec, donc Zucardi série A, 100% Malbec, semi-corsé, acidité. Tu sais, il y a une acidité dans le vin qui fait que c'est un vin qui a quand même encore qui a une bonne fraîcheur. C'est ça qui est particulier. Mais quand on le regarde, un mauve intense, on est sur le pruneau et beaucoup de notes de poivre, vraiment là, et de tabac. Ça, c'est rare qu'on en parle dans le vin, des notes de tabac, mais vraiment, on le ressent là. Il n'y a pas juste l'aubergiste qui l'a aimé, ce vin-là. Il y a aussi un dénommé, c'est toute une équipe aujourd'hui, Robert Parker, le wine advocate. Parker a coté le vin. C'est quand même un vin à 17$, 17,90$, une bouteille en bas de 20$, et qui est coté 92 points chez Parker. C'est un peu là. Une quille à 17$ à 92 points, intéressant. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? On fait ce qu'on veut. Pizza, tu prends ça. Mais en réalité, ça prend de la carne, ça prend de la viande. Donc, de la viande, du gras, okay? Quelque chose qui fait push-push, c'est-à-dire qui brûle. Ça sent le brûler sur le barbecue. Il y a un steak de qualité. Là. Voilà. Moi, l'autre semaine, la semaine passée, il y avait chez Super C le rose beef de ribeye de rose beef. C'est le rôti de faux filet en français. Moi, je me suis acheté 2 rôtis de faux filet. Il est à peu près à 22-23$ pour un bon morceau de viande. Puis, je l'ai mis à température pièce. Je l'ai frotté avec de l'ail puis des épices. C'est un genre de rub. Je l'ai fait cuire bien tranquillement dans le four. Puis je l'ai laissé reposer, Jeff. Puis là, je l'ai coupé de travers. Un peu. Là, j'ai sorti. Non. C'était un genre de repas que tout le monde rêve. Tu bois du vin, tu manges de la viande, puis des fois, tu manges une asperge. Oui, c'est ça. Comme ça, patente, là, oui. Ça prend du verre. Il n'y a pas 50 salades avec ça, puis l'autre patente là, l'autre affaire là. Non, non. On mange de la viande et quelques asperges. C'est ça qu'on mange, c'est ça qu'on goûte. C'est ça. Quand je suis allé voir M. Hébrard chez eux à sa maison. Où ça? À Pilat-sur-Mer. Oh! À peu près 45 minutes de Bordeaux, mais sur le bord de la mer, dans sa maison de toute beauté. J'ai été reçu chez lui. Et il me dit, hey, ce soir, on mange des moules. Et qu'est-ce qu'on a mangé? De la salade? Non, on a mangé des moules. Lui, ils ont fait des moules. Donc, le souper, c'était des moules. On avait plein de vin, puis des moules. À la fin du repas, il a sorti 2 petites briques de fromage avec une petite affaire de pain. Ma blonde, c'est le genre à faire 14 sides.
Ma blonde a fait des sides. Oui. Mais Moi, quand je suis seul, ma blonde n'est pas là, je fais un side. je suis comme toi. Oui, moi, je suis un side parce que Voilà. je suis lâche, peut-être. Non, pas parce que. Oui, non, mais. Toi, t'es outside. Ouais, moi, j'ai pas de side. Beaucoup de viande, un side. Oui. C'est que tu as les petits champignons, tu as les asperges, tu as les petites fèves, les petits haricots à côté, tu as la salade, les petites tomates, les petites patentes croustillantes. Tu t'es fait des petites patates. Tu as fait. Non, quoi toute cette histoire-là? Moi, on mange de la viande. Les pas savoir comment il y avait de side hier soir sur la table. Là. C'était capoté. C'est Je ça. disais à un moment donné, je dis, on est-tu dimanche soir? C'est quoi? Il y en a donc C'est bien. un repas gastronomique. Ben oui, c'est C'est l'enfer. ça. Mais c'est le fun, beaucoup de sides. Mais je veux dire, quand moi, je veux me faire plaisir, ben, comme je me suis fait plaisir l'autre semaine, j'avais énormément de viande, des asperges et énormément de vin. Ça s'est terminé là. Terminé. C'est terminé là. Donc, le nom du vin, Zucardi, le Malbec, 100%, c'est 17,90 la bouteille. C'est tout à fait fantastique. Tu peux le boire là. Tu peux le boire, tu peux le faire dormir longtemps. Du Malbec, ça peut faire de dos très, très, très longtemps. Mais je veux dire, ça fait un job, mais c'est une affaire pour la viande. Là. C'est pour la viande. On est en Argentine, puis c'est tout à fait extraordinaire. Et je vous rappelle que l'aubergiste, ben, pourquoi pas, avant le vin, se prendre un petit Cosmo. Oh, juste un petit Cosmo comme ça. Ben oui, voilà. On the Rocks, tout à fait extraordinaire. Recherchez On the Rocks. Les Cosmos, c'est fait avec de la vodka de qualité, la vodka FM. Le Margarita, c'est la tequila Hornitas. Donc, recherchez On the Rocks à la SAQ. Voilà, le week-end est lancé, tabarnache. Lancé grâce à l'aubergiste. Nicolas Gagnon. La première de la saison pour Nick. La Fédération canadienne des contribuables, à contribuable.ca. On va brasser la patente un peu après dans le live sur Radio Pirate. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables, à contribuable avec un S.ca. Nick, t'es salué, mon ami. Gros été, Nick? Ouais, quand même. Ben, tu sais, ça a été relativement calme comme été parce qu'on s'entend que les politiciens travaillent moins l'été. Il n'y a plus de session parlementaire ou rien. Mais à la Fédération, on est quand même resté sur plusieurs dossiers là, dont on va discuter très prochainement. Mais il n'en reste que c'était plus calme que d'habitude. J'ai quand même réussi à prendre une semaine de vacances avec la famille puis aller dans le sud. Mais pour le reste, c'était quand même dossier par-dessus dossier. Donc, on était au rendez-vous. Puis on a hâte au retour de la session parlementaire en septembre. Là. On va se le dire, là. Pour les politiciens québécois et les politiciens canadiens, l'histoire de la politique américaine qui prend toute la place, là, c'est un cadeau du ciel pour eux autres. Je veux dire, pendant ce temps-là, pendant qu'on s'occupe de Harris, de Trump, de Musk, de tout le show qu'il y a l'autre bord, on n'est pas en train de le tomber sur la tête. Là. Et pas à peu près. On s'entend de un que je pense que le politicien le plus heureux en ce moment des élections américaines, c'est Justin Trudeau, parce que pour l'instant, lui, il passe inaperçu. On parle plutôt de qui va être le prochain chef d'État au sud de la frontière. T'as aussi les élections municipales qu'on semble tous avoir oublié, qui s'en vient, je veux dire, quand même l'année prochaine, mais qui va quand même arriver back-à-back aux élections fédérales. Donc, pour l'instant, on dirait que là, tous les politiciens au Québec, puis au Canada, puis au niveau municipal, ils prennent ça mollo, ils sentent que ça va bien se passer parce que les yeux sont orientés vers les États-Unis. Mais c'est sûr que le débat va reprendre l'année prochaine, peu importe qui va être élu à la Maison-Blanche. Je veux dire, on va revenir aux affaires locales bientôt. Mais oui, c'est encore une fois, on a créé cet environnement médiatique où est-ce qu'on étouffe les affaires locales au détriment, là, bien sûr, des affaires américaines. On parle plus de Harris que de Valérie Plante. On parle plus de Trump qu'on pourrait parler de Legault ou de Trudeau, alors qu'en réalité, c'est là qu'on devrait avoir le focus. Surtout quand on regarde je veux dire, tous les événements qu'on a vus passer au cours des derniers mois au Québec et au Canada. Mais que voulez-vous, on revient encore 2016 pour une énième fois. Est-ce que tu as. Je sais que. Bon, toi, tu n'es pas canadien, mais est-ce que tu as.
Est-ce que tu as des fois regardé les affaires de la Caisse de dépôt qui sont sorties, là, les résultats financiers, comparativement à d'autres bourses? Pas d'autres bourses. C'est parce que j'entends, j'ai du son qui me revient, là, j'ai de la misère à me concentrer, mais À d'autres rendements à de d'autres d'autres rendements fonds. de d'autres fonds de pension. Et quand on compare, la Caisse de dépôt me dit de quoi, là? Ça se paye des gros salaires, il y a des gros bonus, les gars font la grosse vie, ça part de là avec des grosses pensions. Mais excuse-moi, là, tous les montants d'argent que j'ai donnés à la Régie des rentes du Québec, depuis que je travaille depuis l'âge de 16 ans, si j'avais pris cet argent-là puis je l'avais investi moi-même, que j'avais fait ça encore avec Yann Sénéchal, avec, tous ceux avec qui on fait des affaires ici à Radio Pirate, Dan Lemieux, avec peu importe qui vous avez, ou même encore, comme je disais, toi-même, Jerry, t'es un boursicoteur. On s'entend que le montant, je sais pas, je pense que j'ai vu un montant de projection, on a fait comme, je sais pas combien, là, mettons 1000 pièces. Mettons que vous avez 1000 pièces par année pour, après avoir travaillé, puis à 65 ans, la Régie des rentes vous donne 1000 pièces ou 1200 pièces ou 1300. Moi, j'ai l'impression que si on prenait notre argent et on l'investissait nous-mêmes, au lieu de donner ça à la Caisse de dépôt pour la Régie des rentes du Québec pour notre montant là, qu'on a, on aurait 2000 au lieu de 1200. Mettons qu'on le donne à Warren Buffett. Là. Ben, c'est ça, là. Est-ce que vous regardez ça, vous autres, Nick, les rendements des fonds? Ben, un peu. Nous, on regarde surtout les activités à l'interne, surtout la gouvernance des caisses de dépôt, de la caisse de dépôt et placement, puis des fonds similaires. Mais c'est sûr que quand on regarde, par exemple, le rendement des autres indices boursiers, par exemple, je pense que si on prend S&P 500, le rendement, c'était à peu près c'était quoi, 14 Si on y va pour du Nasdaq, c'est pas loin de 15 pour la même période. Mais la caisse de dépôt et placement, par rapport à un indice de référence quoi, qui s'était fixé à 4,6 ils ont eu un rendement à 4,2 Donc, je veux dire, c'est un des rendements les plus faibles quand tu le compares à un paquet d'autres fonds, un paquet d'autres firmes qui font des investissements ou des hedge funds, des autres. Puis c'est drôle parce que je voyais un certain commentateur sur Twitter, un certain Monsieur Lévesque là, de l'Institut des économistes du Québec, qui réprimandait là, Michel Girard par rapport à la sortie de son texte qui critique justement le faible rendement de la Caisse de dépôt. Puis il dit, c'est parce que la Caisse de dépôt n'a pas les mêmes politiques d'investissement et ne prend pas le même niveau de risque que les autres. Puis c'est pour ça qu'il y aura un moins bon rendement. Mais attends une seconde, là, effectivement, on le sait que c'est une des raisons pour lesquelles le rendement de la Caisse de dépôt est moins Mais intéressant. c'est la raison. Ben oui, on est orienté par des politiques, des normes ESG. On a décidé de se retirer des hydrocarbures à un moment où est-ce qu'on atteignait des sommes records en 2020-2021, quand les prix ont explosé. Il est là le point. Il est là le point. Si jamais on était resté dans le pétrole, probablement qu'on aurait défoncé le 4,6 qu'il avait estimé. On serait peut-être à 4,8, on serait peut-être à 5. Voyons, mais comment tu peux défendre l'indéfendable? Parce qu'on parle pas de millions de dollars de différence quand on regarde ce que peut faire 1%. On parle de dizaines de milliards de plus dans le bas de laine des Québécois si c'est mieux géré. À chaque année qu'on additionne, puis plus on le grossit, plus le rendement nous en donne, etc., etc. La Caisse de dépôt n'a pas un mandat green, n'a pas un mandat éthique, n'a pas un mandat... Ils ont le mandat de fournir du cash pour qu'on soit capable de payer les centaines et les centaines de milliers de retraités du gouvernement et qu'on soit capable de fournir aux Québécois la Régie des rentes qu'on a payée durement et qui nous coûte de plus en plus cher en passant pour les travailleurs, il ne faut pas oublier, là. Et ça, pour qu'on ait un genre de montant qui va nous permettre d'à peu près, tu sais, mettons que vous avez 1000 pièces par mois. C'est ce que tu fais aujourd'hui avec le coût de la vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire avec 1000 pièces alors qu'un appartement est rendu à 1500 pièces, puis 2000, puis 2200? Je veux dire, c'est un peu dégueulasse. Et de voir qu'il y a des gens qui défendent des gens qui sont sous-performants pour des raisons idéologiques, bien, regarde, on est plus cave que cave, là. Absolument, non, mais c'est ça, on va vraiment mettre plus de l'avant l'aspect politique de l'investissement plutôt que le retour sur investissement, alors que, comme tu l'as mentionné, c'est le bas de laine des Québécois. La job de la Caisse de dépôt et placement, c'est justement d'aller au-delà du politique, alors qu'on sait qu'il y a quand même des partis politiques au Québec là, qui aimeraient ça politiser la Caisse de dépôt et placement puis en saisir les actifs pour tous leurs projets de grandeur, là, pour ne pas nommer Québec solidaire et le Parti québécois qui ont souvent parlé de comment est-ce qu'on pourrait prendre la Caisse de dépôt puis encore plus l'orienter vers des politiques gouvernementales, que ce soit des transitions écologiques ou des transitions énergétiques, etc. Donc,
Heureusement que pour l'instant, la Caisse de dépôt et placement reste indépendante du politique, mais ce qui reste le plus navrant là-dedans, c'est qu'inévitablement, bon, on sait que les gens qui sont nominés là-dedans sont quand même proches du gouvernement et en plus, malgré le fait qu'ils ont un rendement qui est faible par rapport à toutes les autres, firmes et hedge funds auxquels on pourrait comparer, ben, c'est sûr que cette année, encore une fois, les bonis vont pleuvoir à flot à la Caisse de dépôt parce qu'on va célébrer le fait qu'on n'a pas un rendement négatif. C'est fort possiblement la seule raison en fait, c'est une des seules raisons pour laquelle on va voir commencer une distribution de boni à la Caisse de dépôt et placement. C'est juste parce que, ben, regardez, tant que c'est positif, on peut continuer à se récompenser. Ben oui. On peut continuer à simplement garder ces orientations-là, puis à engager plus de personnel, puis à donner des augmentations de salaire qui dépassent l'entendement. Pendant ce temps-là, ben, on se contente de peu. Et tu as des politiciens à l'Assemblée nationale qui, eux autres, voient encore plus loin. Ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire si la Caisse de dépôt et placement du Québec était quasiment fusionnée aux ambitions politiques du gouvernement québécois. Donc, on espère que ces partis-là, ils ne seront jamais proches du pouvoir parce que ça pourrait être encore pire que ce l'est présentement, là. J'aimerais ça savoir comment le REM a coûté là-dedans. Combien de points de rendement il a coûté le REM? Là? Tu sais, le REM, ça, c'est un bel exemple d'une histoire où la caisse de dépôt ne devrait jamais être parce qu'on sait que ce ne sera jamais rentable. Ça va être payé par la rentabilité du REM pour la caisse de dépôt va être probablement payée par le gouvernement du Québec parce que ça ne sera jamais rentable. Ça ne peut pas l'être. Puis en plus, on sait que c'est une performance anémique pour commencer. Hey, dans tes sujets que tu as aujourd'hui, allons-y avec l'histoire de chars à gaz et de chars diesel. Qu'est-ce que tu veux dire que ça s'en vient plus vite que prévu? Ben, écoute, ça s'en vient en 2035, comme vous avez entendu déjà parler, là, je pense que c'était en juillet dernier, le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, qui est arrivé puis a déposé sa réglementation qui va être votée, puis qui va être qui va entrer en vigueur là, dès le 1er janvier 2025. Et grosso modo, cette politique-là, ça veut dire que le 1er janvier 2035, donc 10 ans plus tard, la vente de nouvelles voitures à essence au diesel va être interdite. Et souvent, j'ai entendu entre les arbres des gens dire un peu se moquer de la réglementation en se disant ben, dans le pire des cas, c'est pas grave parce que je vais m'acheter une voiture à essence en décembre 2024. Bon, c'est le réflexe que j'ai moi-même eu en réfléchissant à cette politique que je trouve ridicule. Puis en passant, on peut blâmer autant le gouvernement québécois qu'on veut, puis on a toutes les raisons de le faire, mais il ne faut pas oublier que ce combat-là il est également à mener au fédéral parce que le gouvernement Justin Trudeau a exactement le même objectif pour tout le Canada. Donc, même si la politique de Legault et Charette est renversée pour X raisons, tant que celle au fédéral n'est pas renversée, on s'en va quand même dans la même direction. Mais ce qui est important aussi à considérer, c'est que dans le fond, l'interdiction de la vente de nouvelles voitures à essence est assez graduelle parce que tout ça passe par les constructeurs et les concessionnaires qui, eux autres, vont se faire limiter par rapport au nombre de voitures à Mais essence. ça, c'est déjà commencé, là. Ça, c'est déjà commencé. Exactement. Ouais. Exactement. Pour l'instant, ils ont aux alentours de 22-23 des voitures qu'ils doivent vendre qui sont dans le fond, qui doivent être électriques. Et l'affaire, c'est que s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, ils doivent utiliser des crédits qui sont fournis par le ministère de l'Environnement pour compenser pour les voitures électriques qu'ils n'auront pas vendues. Pour l'instant, ils ne sont pas pénalisés. Ils doivent juste acheter ou acquérir plus de crédits. Sauf qu'à partir de 2027, c'est pas des blagues. 45 des voitures que les concessionnaires vont devoir vendre vont devoir être électriques. Puis si les concessionnaires ou les constructeurs automobiles n'ont pas les crédits nécessaires pour compenser, c'est-à-dire 45 doivent être électriques. Mais on va dire que sur les 100 voitures qu'ils vendent, il y en a juste 44 qui sont électriques. Ben, pour la voiture à essence, qui aurait été vendue en trop, ça pour dire ça de même, ben, le gouvernement va devoir, ben, pas le gouvernement, le concessionnaire va devoir soit payer une amende ou utiliser des crédits à sa disposition. S'il n'y a plus de crédit, il doit payer une amende de plusieurs centaines de milliers de dollars pour les véhicules à essence qui sont vendus et qui n'auront pas été dans le quota. Puis ça, c'est en 2027. Ça, c'est juste dans à peu près 2 ans et demi. En 2030, c'est 85 des voitures dans les concessionnaires qui vont être électriques. Et puis en 2035, bon, là, ça va être 100 Mais cette baisse, elle est graduelle. Elle va avoir un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement, sur tout l'ensemble de la chaîne qui lie les constructeurs automobiles aux concessionnaires et jusqu'aux consommateurs. Et même les constructeurs automobiles, récemment, ils ont fait une sortie quelques semaines après en disant, écoute, puis on parle quand même pas de n'importe qui, on parle de Hyundai, Kia, Volkswagen, Ford. On parle de la moitié de l'industrie automobile qui est allée voir le gouvernement du Québec en disant, écoute,
ton objectif, il est inatteignable. On n'y arrivera pas. C'est une utopie. Tu as même plusieurs groupes de concessionnaires qui disent qu'on n'y arrivera pas. Et tu as même, comme si c'était pas assez, tu as le gouvernement du Québec, dans le dépôt de sa réglementation, qui dit on va regarder en 2030 si on s'en va dans la bonne direction ou si on s'en va droit dans un mur. Ce qui est, honnêtement, pour moi, c'est une aberration parce qu'en 2030 va être trop tard pour venir en arrière. Comme je vous ai dit, en 2030, c'est 85 des voitures à essence, Ouais. voitures, non, 85 des voitures qui vont devoir être électriques qui vont être vendues. Donc, il va être trop tard pour les concessionnaires de venir en arrière, puis pour l'ensemble de l'économie puis des industries de se replacer. Fait qu'on on pourrait se retrouver dans une situation où Hydro-Québec, pas planifié non plus, ça va être quoi le poids de l'énergie ou le poids des voitures électriques sur le réseau énergétique. On a les concessionnaires qui disent qu'on n'est pas prêt, puis on sera probablement jamais avec les objectifs qui sont fixés. Puis tu as le gouvernement qui veut qu'on garde le cap. Ça va être moins de voitures pour les acheteurs. Possiblement que ça ait des factures beaucoup plus élevées au niveau de l'électricité parce qu'on n'aura pas conçu d'infrastructures énergétiques supplémentaires d'ici 2035. C'est quasiment impossible sur cette courte période-là. Puis tu as un gouvernement, avec bien sûr tout le reste de l'Assemblée nationale qui semble être pas mal d'accord avec ça, qui maintient le pied sur l'accélérateur puis qui se dit c'est pas grave, au pire des pires, on va voir ce qui se passe à la prochaine décennie. Moi, ce qui m'écoeure, là, le pire, ce qui m'écoeure, puis c'est ce que vous défendez tout le temps, là, vous pas défendez le contribuable, c'est que justement, ces gens-là ne pensent jamais à comment ils font mal aux familles. C'est déjà commencé. Il y a un concessionnaire. Prenons, mettons, la compagnie Honda. OK? La compagnie Honda a décidé de ne pas embarquer à fond dans. Je sais là, qu'ils ont signé quelques ententes là, pour faire des genres de partenariats avec d'autres, là, mais dans les faits, quand vous allez chez Honda, des voitures électriques, il n'y en a pas vraiment. C'est probablement un des constructeurs qui y croit le moins. Ils ne le diront pas publiquement, mais eux, ils ont toujours cru plus dans le futur à l'hydrogène ou à des essences qui sont modifiées, etc., plus synthétiques. Donc, eux autres, ils n'ont pas vraiment de modèle. Donc, mettons qu'un concessionnaire que vous aimez, qui vous vendait un Honda Accord à, mettons, 40 000 $ ou 37 000 $, bien, mettons qu'il lui en vendait des CR-V, il vendait des Civic, il vendait des Accords, il en vendait 1000 par année. OK? Donc, 1000 par année. Donc là, les histoires de quotas sont déjà commencées. Et là, là, à l'avenir, le même garage va avoir, au lieu de 1000 voitures à vendre, c'est pas la première fois mais c'est important de l'expliquer et de le répéter. Là. Le même garage va pouvoir vendre, avant pénalité, 600 véhicules. Donc, il y a 400 véhicules de moins à vendre. La réaction du monde, c'est « Ouais, il s'organisera, le garage. » Non, c'est pas le même. Mais oui, il s'organise. Mais il s'organise pour avoir les mêmes profits. Pour ne pas perdre de profit puis avoir le même argent pour opérer son garage, pour ne pas couper du monde et être capable de continuer à payer les salaires et toute l'infrastructure qu'il y a, toutes ces dépenses qu'il y a. Donc, qu'est-ce qui arrive aux 600 voitures qu'ils vendent? Bien, la Honda Accord que vous avez acheté 37 000 est à 44 800. Et là, vous arrivez là, du Christ, c'est donc bien cher ton char, le bonhomme chiale, alors qu'il a toujours eu des accords toute sa vie. Il n'est pas capable de faire le lien que l'augmentation, oui, il y a une augmentation du prix, etc., la chaîne, oui, il y a de l'inflation, mais là-dedans, il y a plusieurs milliers de dollars qui sont imposés par le gouvernement avec des règles de cave. Et le monde n'est pas capable de comprendre ça. C'est ça qui est désolant dans toute l'histoire. Ils ne comprennent rien, ni de la tête, ni du cul. Ils ne sont pas capables de faire ce lien-là. Tu as totalement raison. Puis la preuve, c'est quand les concessionnaires automobiles, puis les constructeurs ont fait une sortie il y a quelques semaines, ça a été la réaction de plusieurs personnes. Bon, c'est une campagne de peur. Tu sais, c'est exactement ce que des lobbies là, M. Breton et compagnie là, des voitures électriques qui ont répété pendant à peu près toute la semaine. Les constructeurs automobiles là, qui disent que les objectifs sont inatteignables, puis que ça va affecter la chaîne d'approvisionnement, puis qu'il n'y aura probablement pas assez de voitures ou que ça va augmenter drastiquement le prix des voitures. Ça, c'est toute une campagne de peur parce qu'ils veulent pas faire. Ils veulent, comment dire? T'as littéralement un lobby des voitures électriques qui ne produisent pas de voitures électriques. Là, ils font juste du lobbying pour que le gouvernement donne des crédits, des subventions, qui accusent les constructeurs automobiles, qui construisent des automobiles, qui sont responsables de milliers et de milliers d'emplois. Et on s'entend de retombées économiques énormes pour le Québec comme le reste du Canada. Et tu as le lobby des voitures électriques qui dit que ce monde-là
qui sont responsables d'une importante industrie, font une campagne de peur parce qu'ils ont de la difficulté à atteindre un objectif qui est complètement démesuré, qui est sur une trop courte période. Puis, je veux dire, puis on n'en parle pas assez parce que pour l'instant, on parle que du Québec, mais comme je vous ai dit au début, on oublie que dans le reste du Canada, ça peut être exactement la même politique. Même si François Legault, il arrive de quoi dans les prochaines semaines, prochains mois, puis il fait effectivement, je pense qu'on s'en va dans la mauvaise direction, faisant un 180 degrés. Les Québécois sont habitués, fait que là, ça va pas les déranger. Mais il n'en reste que Justin Trudeau, lui, il continue à aller dans cette direction-là. Puis il y a eu des documents qui ont été publiés, il y a eu des rapports, entre autres, par le Fraser Institute, qui ont été publiés récemment, qui évaluaient c'était quoi le coût de la politique. Le coût de la politique juste au niveau de l'énergie. Et ça a l'air de rien, mais si toutes les voitures au Canada en 2035, les nouvelles voitures sont électriques, c'est comme si on devait augmenter de 15,3 % la production d'énergie à travers tout le pays. Ça a l'air de rien, là, mais ça, c'est comme si on construisait 10 barrages hydroélectriques supplémentaires sur les 10 prochaines années à la grandeur du Canada. Impossible. C'est impossible. Un barrage, ça prend entre 15 et 20 ans à construire. Ça coûte pas loin de 16 milliards présentement quand on prend les coûts, là, celui du dernier barrage qui a été construit en Colombie-Britannique. Puis ça, il faudrait qu'on construise ça 10 fois sur les 10 prochaines années à la grandeur du pays. La transition qui a été calculée à ce jour, là, d'ici 2040, c'est 400 milliards de dollars de l'argent des contribuables uniquement. On parle même pas des implications économiques, du coût pour les familles, tant pour l'énergie que de qu'est-ce qui arrive quand les voitures vont coûter plus cher parce qu'il y en aura moins sur le marché. Et bien sûr, le coût économique pour eux d'acquérir une voiture électrique qui, en ce moment, n'est pas tout à fait très atteignable pour la plupart. Là, on va se N'oublie dire, pas, là, faut pas acheter de Tesla. Là. Les gens de la presse l'ont Ouais, c'est dit. ça. Là. Faut punir Musk. Il est ami avec Trump. Là. Faut pas acheter de Tesla. Alors que toutes les boss de la presse ont des Tesla depuis des années. Mais là, maintenant, le monde, là, vous n'achetez pas de Tesla. Nous, on en a, mais vous, en achetez pas. Non, regarde, t'as totalement raison. Je veux dire, est-ce que tu es d'accord avec moi que les gens souvent pensent que quand on va passer aux voitures électriques, si jamais il y a une transition totale, ce que je doute énormément, les gens pensent que ça ne coûtera rien. Ah, ben on va sauver le gaz. Moi, je vais te dire une affaire. Le char va être 10 000 $ de plus, puis il ne baissera jamais. Il va tout être 10 000, 12 000 de plus qu'un char à gaz traditionnel pour des raisons évidentes. Et ensuite, l'électricité. Si, mettons, dans votre budget familial, l'électricité est à 250 $, 300 $ par mois, vous avez à peu près un genre de 350, 400 $ d'essence par mois. OK? Pour un total énergétique aux alentours de, mettons ça à 700 $, OK? Pour le total. Moi, je pense que en 2040, ce 700 $ par mois va être un 1500 $ par mois. Moi, je pense que le prix, tu le dis, là, la rareté de l'électricité, la chicane qu'on aura, ils vont venir te rechercher par en arrière. Ils vont venir te rechercher, puis tu vas t'ennuyer de ton char à 10 000 $ de moins. Tu vas t'ennuyer de ta voiture à gaz qui t'a coûté 31 000. Tu vas t'ennuyer de payer 70 $ la tank par 10 jours. Tu vas t'ennuyer de ça, puis tu vas te dire, ben sacrement, j'étais certain qu'on s'en allait vers la fin de ces maudits salauds de vendeurs de gaz qui nous font les poches. Et finalement, on a une gang alentour de nous autres qui avaient promis l'Eldorado. Et finalement, c'est la pire crosse au monde. Ouais, voilà pour le live d'aujourd'hui. Si vous voulez plus de Nick... Hey, si vous voulez plus de live... Non, pas tout. Si vous voulez plus de Radio Pirate, ben Nick est avec nous autres encore sur le Prime pour un autre 20 minutes avec d'autres sujets le fun. Sinon, ben on se reparle demain pour la dernière de la semaine, les amis. Thank you d'avoir été là sur Radio Pirate Live ce jeudi. Le week-end est lancé. Thank you, l'aubergiste. Et merci à la production de Mr. White. Mon nom est Jeff Fillion. On se parle demain pour la dernière avant le week-end officiel. See ya!